Attends, parce que là, mes feuilles sont... Oui. Voilà. Attention, prêt, c'est lancé. Oui. Ça tourne, quand vous voulez, action. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir chez BAM. Moi, je vous suis depuis quelques années. Vous êtes un homme politique belge, membre du Parti écolo et député européen, ingénieur civil en mathématiques appliquées, coprésident du groupe Vert Alliance Libre Européenne. Vous êtes membre des commissions Industrie, Recherche et Énergie au Parlement européen. Et vous êtes à l'origine d'une proposition européenne visant à plafonner les revenus dans la finance. Quel beau combat, merci. Je vais un peu dire tout ce que vous avez fait parce qu'en fait, moi, je vous suis depuis quelques années et c'est un peu pour toutes ces raisons. Ça va prendre du temps. non, mais ça va, n'en rajoutez mais vous pas, vous démarquez des autres députés, donc ça vaut la peine de le dire. On se souvient de votre interpellation musclée au Parlement européen vis-à-vis d'Emmanuel Macron, à qui vous avez voulu offrir une corde symbolisant sa théorie des premiers de cordée. Une autre intervention sur la gestion déshumanisante des dirigeants européens à propos de la crise migratoire. Ouais. Et en 2018, finalement, vous avez sorti avec les Verts un rapport très intéressant sur le coût de la corruption dans l'Union européenne, qui, moi j'ai appris, affolant, 904 milliards par an et 21 milliards pour la Belgique. Bref, vous êtes un député européen actif et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et donc, on est ravis ici de vous recevoir chez BAM en tant que média citoyen. Alors, le 21 mars, le Parlement européen a voté l'urgence de voter l'approbation du passeport vaccinal au sein de l'Union européenne. Le vote qui va se passer début juin, si je ne me trompe. Vous et votre parti, vous avez voté contre, mais vous étiez en minorité. Le vote pour l'approbation du passeport vaccinal aura lieu donc en juin et pourtant certains médias là maintenant affirment que le passeport vaccinal sera déjà actif le 1er juillet, comme si le vote du Parlement n'avait plus de... Était acté. Voilà. Oui. Alors je pense en effet, d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Que dire sur ce projet que je comprends d'une part la détresse, parce que c'est vraiment de détresse qu'il s'agit, du secteur touristique dans le sud de l'Europe qui a vu la saison 2020 complètement perdue et qui risque de voir, en tout cas qui tremble à l'idée que la saison 2021 soit perdue. Et donc, la question, c'est que faire pour permettre aux gens de voyager. En fait, c'est ça le point de départ. Et donc, à l'origine, ce sont ces pays-là qui se disent nous, on va faire un permis de venir nous voir. Et chacun de son côté, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France. C'est eux qui poussent pour avoir oui. C'est très clair. Le premier qui est sorti avec ça, c'est Mitsotakis, le premier ministre grec, mais les autres ont très vite suivi. Donc c'est de là que ça vient. Ça vient. Donc le souci, et je peux le comprendre, c'est que pour des pays dont le PIB, vous connaissez l'histoire de la Grèce, qui est quand même une histoire très difficile ces 10 dernières années, le produit intérieur brut de la Grèce dépend essentiellement du tourisme. Enfin, 25% dépend du tourisme, ce qui est énorme. Et souvent, ce ne sont pas des grandes entreprises. Enfin oui, bien sûr, il y a les chaînes d'hôtels et tout, mais c'est des petits restaurateurs, c'est des petits hôteliers, c'est des gens Mais oui, et donc ces gens souffrent beaucoup, et donc il fallait inventer quelque chose pour permettre aux gens de voyager. D'où cette idée de passeport vaccinal qui s'est transformé en passeport Covid, puisque ça n'est plus seulement le vaccin, on parle alors d'un test négatif ou d'un certificat comme quoi on a fait le Covid et qu'on est guéri. Tout à fait. Mais donc c'est de là que vient la pression. Parce qu'a priori, il n'y a pas de raison de se précipiter sur ces choses. Et donc nous, on avait dit, même si c'est pour l'été 2021, on peut avoir une procédure qui est autre chose qu'une procédure expéditive au Parlement. Ceci dit, on a perdu là-dessus, donc on a dû travailler de manière expéditive. On a adopté une position au Parlement que les Verts ont soutenue parce qu'il y a énormément de garde-fous, notamment en termes de protection des données, en termes de non-discrimination, puisqu'on disait, écoutez, il faut être clair, si on dit le vaccin n'est pas obligatoire, il faut alors que l'autre option, c'est-à-dire un test, coûte la même chose que le vaccin, c'est-à-dire 0. D'accord ? Donc, la position du Parlement, c'est test gratuit. Cette position n'a pas été retenue au fil de la négociation, puisqu'en fait, le Parlement légifère, le Conseil, c'est-à-dire les 27 États membres légifèrent, et à un moment, c'est comme un Parlement et un Sénat, à un moment, il faut se retrouver et se mettre d'accord. Les négociations sont terminées depuis la semaine dernière. Le Conseil
refuser les tests gratuits, donc on introduit un élément discriminatoire. Et selon les pays, le test coûte, dans certains cas, et parfois dans le même pays, 0, 100, 200 euros. Donc, des tests PCR ou des tests rapides? Des tests PCR. Là, sont admis. Ce sera toujours que le PCR qui sera admis, pas les tests rapides, sérologiques ou antigéniques. Non. Alors qu'il a été remis en question quand même. Oui, mais on est dans un domaine en fait où on est sur un terrain. Si on voulait être scientifiquement rigoureux, la manière dont on devrait procéder, c'est, on attend 2-3 ans d'avoir un recul scientifique sur la question vaccinale, sur la question des anticorps, sur les tests. Et puis, dans 2-3 ans, on réfléchira si ça a du sens, oui ou non, de faire ce genre de truc. Et tout ça, je comprends tout à fait. C'est la manière logique et rationnelle de faire. Sauf qu'on a des détresse économique du Sud qui fait que, les gars, on peut pas attendre 2-3 ans. Il faut qu'on sauve 2021. Alors, ça peut paraître comme des considérations un peu terre à terre, mais il faut bien que ces gens vivent aussi. Et donc, l'initiative de faire quelque chose au niveau européen, c'est de se dire, de toute façon, les États membres, ils ont leur système. Regardez en France, ils ont leur système. Ou bien on met un système européen uniforme et avec des garde-fous, ou bien on laisse les États membres faire ce qu'ils veulent. Mais de toute manière, se dire qu'il n'y aura pas ce genre de choses, non, regardez, en France, Macron a instauré ça. Un autre élément sur lequel nous avons beaucoup insisté, là par contre, on a gagné les négociations, c'est tout l'aspect protection des données personnelles. Parce qu'évidemment, regardez le système français, il faut s'enregistrer sur une application qui est gérée centralement et dans laquelle, en fait, le français, qui est un état de surveillance généralisé, a accès à vos données. Et donc ça, c'est interdit en fait par le texte européen. Donc si le texte européen entre en vigueur, la formule française n'est pas compatible. La formule française. Et en Belgique, c'est pas la même chose. Non, enfin si. Il y a évidemment toujours des velléités. On se rappelle des déclarations de Frank Robben, le patron de la SMALS, la société informatique qui gère la Sécu. Évidemment, il y a toujours une tendance de la part de beaucoup de gens de vouloir tout savoir sur tout, à tout moment. Et ça, je pense que c'est un très très grand danger, un danger encore plus grand, je pense, pour nos démocraties que le danger du Covid lui-même. C'est le fait qu'on bascule dans un capitalisme de surveillance marié à un état de surveillance généralisé. Et donc, il y a un vrai risque là, avec toutes ces applications qu'on a mis en place pour tracer les contacts et toutes ces histoires-là. Et donc, je me rappelle, j'ai reçu comme ça, un peu fortuitement, un gars qui développait une application, dont l'entreprise développait une application pour gérer le certificat. Et le gars se vantait, il disait, écoutez, en tout cas, nous, il y a toutes les garanties, nous n'aurons pas les données. Oui, vous êtes le fournisseur de l'application informatique, pourquoi est-ce que vous auriez les données? Mais les émetteurs de certificats, ils pourront savoir quand est-ce qu'il a été utilisé, par qui, où et comment. Pardon, et le type ne se rendait même pas compte qu'il parlait des verres, et nous sommes assez pointilleux là-dessus. Donc il ne se rendait même pas compte de l'énormité de ce qu'il racontait. Et c'est justement ça que nous voulons combattre. Autrement dit, moi, j'ai fait le vaccin contre la fièvre jaune un jour que j'ai dû aller au Forum social mondial à Nairobi. Et c'est la seule fois que j'ai voyagé. Et donc j'ai ce certificat vaccinal parce qu'il est imposé pour pouvoir voyager dans ces pays-là. Je peux concevoir que ça puisse être exigé, mais c'est un bout de papier que j'ai sur moi. Je le présente à la frontière. Personne ne sait. Physique en fait. Mais oui, un vrai passeport. Personne n'a besoin de savoir que j'ai traversé la frontière du Kenya, que j'ai été contrôlé. Je ne veux pas qu'on sache ça. Enfin, on devrait le savoir. Donc si on met en place ce genre de certificat, si pour traverser une frontière, il faut l'avoir, évidemment, ceux qui contrôlent la traversée des frontières, ils doivent pouvoir vérifier que ce n'est pas un faux que je leur balance. Mais ça va jusque-là. Dès l'instant où ils peuvent dire « le code barre de monsieur, c'est un code barre authentique », je n'ai même pas besoin... Enfin, je dois pouvoir vérifier qu'il correspond à l'identité de monsieur, que ce n'est pas le certificat d'un voisin, mais c'est tout. Je ne vois pas au nom de quoi quelqu'un d'autre devrait être informé. Oui, tout à fait. Oui, on a mis ces garanties dans le texte européen. Ah oui. Et dans le texte, il serait également indiqué si c'était un test PCR qu'on a fait ou le vaccin ou... C'est ça, donc PCR, vaccin ou... Mais donc, visible sur ce certificat en fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux avoir un certificat valide pour une de ces trois raisons. Alors, le certificat vert, parce qu'on j'ai justement mais battu... c'est comme ça qu'on commission. Oui, mais donc on a aussi gagné sur ce point-là. Ça ne s'appellera pas certificat. Oui, parce que... Non, parce que moi, je voulais pas dire ce genre de truc. Mais donc voilà, non, ça ne s'appellera plus comme ça. Je ne sais plus comment on l'a appelé.
Covid, je crois. Mais, passeport certificat vaccinal. certificat Covid. Donc, mais en fait, il faut... mais ça, j'avoue, je n'ai pas les détails. Il faudrait juste que ça dise c'est bon ou c'est pas bon. Raison pour laquelle c'est bon ou pas oui, bon. parce que donc, comme vous le dites, ce certificat, ce passeport vaccinal met en jeu quand même de façon juridique, on va dire, les données personnelles des gens. Et il y a comme ça aussi une espèce de mise en parallèle entre sécurité et liberté. Tout à fait. Je veux dire, qui pour moi est très très problématique. Un peu un chantage. Et je voulais revenir sur ces données. Il y a un article, une opinion dans Le Soir qui est paru, je pense très récemment, hier ou avant-hier, sur un collectif de juristes, avocats, médecins qui ont décrit dans cet article leur travail pendant des milliers d'heures pour fouiller justement l'état de la Belgique par rapport aux données, et qui font un constat effrayant sur le déverrouillage de tous les contre-pouvoirs et tous les écrous démocratiques qui nous protégeaient, qui protégeaient nos données. Donc, je veux dire, en fait, la Belgique, elle va dans le sens, finalement, vous parliez de la France, mais en fait, tous les pays européens vont vers cette surveillance généralisée qui est un peu effrayante. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est probablement un des sujets absolument les plus cruciaux qu'on a en termes de démocratie aujourd'hui. On est face aux défis climatiques, c'est évident, aux défis des inégalités, mais en termes de démocratie aujourd'hui, c'est vraiment le respect à la fois des libertés fondamentales et de la diversité d'opinion dans notre société. Et vous l'avez bien dit, la Belgique n'est peut-être pas aussi grave que la France, parce que la France a une longue tradition d'être un État centralisé, un État policier, plus que la Belgique, mais comme vous le dites, la Belgique va dans la même direction. Mais ce constat de ces gens, et donc c'est un pays et le problème, c'est que c'est très difficile de mobiliser là-dessus, parce que souvent vous avez la réponse, et je me rappelle encore, j'oublierai jamais ça, je recevais des étudiants danois de dernière année Sciences Po, donc 5 ans d'études Master 2, donc des gens qui ont quand même quelque chose dans le ciboulot. Et je faisais état à ce moment-là d'un autre débat sécurité-liberté, parce qu'avant d'avoir eu le Covid, on a eu les attentats. Et là, au nom de la sécurité physique, on a adopté, dans un certain nombre de pays, des lois dont certaines sont absolument liberticides, et il n'y a pas de... Enfin, c'est un adjectif particulièrement approprié. Et je citais la loi qu'a transposée dans le droit ordinaire en France, l'état d'urgence, les dispositions les pires de l'état d'urgence. Notamment, le fait qu'en France, vous pouvez être privé de liberté, c'est-à-dire assigné à résidence, sur la base d'une simple décision de l'autorité administrative, c'est-à-dire du gouvernement, c'est-à-dire de la police. D'accord ? Dans une démocratie constituée, quand vous privez quelqu'un de liberté, doit être sanctionné par un juge, par le pouvoir judiciaire, qui vérifie que le pouvoir exécutif n'abuse pas de son pouvoir. Ce sont les trucs de base, de séparation des pouvoirs, pouvoir contre pouvoir. Enfin, Montesquieu a très bien expliqué tout ça. Ce n'est pas de la science très avancée. Et donc, j'explique ça à ces étudiants, et puis j'en rajoute une louche sur le fait que... alors, c'est la loi renseignement de 2015, adoptée également sous François Hollande en France, qui permet de mettre quelqu'un sous surveillance électronique, écoute de conversations téléphoniques, surveillance de ses courriers électroniques, sans mandat d'un juge. Donc, à la limite, je suis commissaire de police. Rassurez-moi, on n'a pas encore ça chez nous. Non, on n'a pas cette loi chez nous, mais c'est en France, donc c'est pas la Hongrie. On parle souvent en Europe, la Hongrie, la Pologne, ça c'est très grave, vous savez, mais ça se passe à côté de chez nous, dans un pays que les Belges visitent beaucoup. Et donc, si, Pierre, vous avez... Je suis commissaire de police et en fait, vous avez... je trouve que vous fréquentez des gens que vous ne devriez pas fréquenter. Je trouve que vous allez lire des livres que vous ne devriez pas lire. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Eh bien, je peux décider, sur la base de ce qu'on appelle là-bas une note blanche, c'est-à-dire un document non daté, non signé. On appelle ça une note blanche, un document confidentiel qui est versé à votre dossier. Je peux vous faire surveillance. Et je disais ça à ces étudiants. Et je disais, c'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'ils me répondent ? Sans mandat d'un juge Non, rien. Ah. Rien. Si je la prends, mais en général, c'est fait pour qu'on ne la prenne pas. Mais si je devais la prendre, je peux aller me plaindre au Conseil d'État en France, donc au juge administratif, pour un supposé abus de pouvoir de l'administration, en l'occurrence la police. Mais déjà... Encore faut-il la prendre. Oui, il faut la prendre. Et puis bon, c'est l'administration
et l'administration, bon, bref. Ça peut être lent. C'est pas la justice. La justice, c'est pas l'exécutif. Et je dis ça à ces étudiants, Master 2 Sciences Po. Et il y en a un qui me dit, mais enfin, monsieur, où est le problème? Si vous n'avez rien à vous reprocher. Mais ça, on l'entend souvent. Tout le temps. Pourquoi craindre pourquoi craindre la surveillance de l'État? Pourquoi de donner nos données à Facebook Mais récurrent chez même beaucoup de jeunes, je trouve, c'est presque affolant. Mais oui. Il n'y a pas de problème. Les étudiants, enfin, moi, par exemple, un des combats qu'on va mener au niveau européen, c'est d'obliger des gens comme Google, Facebook, etc., d'offrir leurs services de manière payante. Autrement dit, j'ai le choix de payer avec mes données personnelles, comme tout le monde fait, c'est la soi-disant gratuité, Tout à fait. soit de payer une redevance qui correspond au coût d'exploitation, c'est-à-dire par mois, quoi, hein, il ne faut pas rire. Quoi, hein. Je veux dire, si Disney sait faire son truc à 20 € par mois, Google sait faire son outil de recherche à 0,01, bon bref. Et on veut les obliger à faire ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'un étudiant de 5e année universitaire me dit, si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème, donc pourquoi se plaindre? Et j'ai dû lui poser la question, je reprends votre phrase, qui définit « je n'ai rien à me reprocher » C'est vous ou c'est l'État? Dès l'instant où vous donnez à l'État à la fois le soin de définir ce qu'est le comportement légitime, à la limite, on met une partie de ça dans nos lois, et le pouvoir de vous surveiller sans restriction, vous rentrez dans un État totalitaire. Hein. Mais il a fallu leur expliquer. On se dit, mais Alain, où est-ce qu'on est, quoi? Enfin, je veux dire, si des gens pour qui ça devrait être des évidences que la démocratie, enfin, comment est-ce que je dirais? La question du pouvoir est une question évidemment centrale, puisque organiser des sociétés de millions, de centaines de millions de gens, ça demande en effet de déléguer une partie de nos responsabilités citoyennes. Je dis, si tous les citoyens devaient décider de tout le temps ensemble, on ne passerait que du temps à délibérer, à décider, ça on ferait rien. De boulot. Ouais. Et franchement, mais moi je suis content. Donc le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on efface, c'est quelque chose que l'on délègue, que l'on peut déplacer. Il ne disparaît jamais. Et Montesquieu l'avait très bien compris. Dès l'instant où le pouvoir est une réalité, il faut le découper de manière à ce que personne ne puisse jouir d'un pouvoir absolu. Bon, on est évidemment, c'est les Lumières, après les monarchies de droit divin, c'est pour sortir de ça. Et donc, ok, on est d'accord qu'il y a un gouvernement, que ce gouvernement puisse décider, mais il n'écrit pas les lois, le gouvernement, c'est le Parlement qui les écrit. Le Parlement ne gouverne pas. Et la justice, c'est elle qui administre, qui exécute les lois, en ce qui concerne en tout cas la justice pénale, la justice civile, mais ça n'est pas le gouvernement ni le Parlement qui s'en mêle. Et enfin, chacun tient la barbichette de l'autre. C'est ça, enfin, c'est des principes de base de la démocratie. Et quand on voit l'évolution de nos démocraties, qu'est-ce qu'on voit? Mais que dans la plupart des États européens, l'exécutif concentre de plus en plus tous les pouvoirs. C'est-à-dire que le Parlement est souvent réduit à une chambre d'enregistrement et la justice au rang d'une administration qui dépend du gouvernement et pas d'un pouvoir séparé du gouvernement. Et ça, cette dérive, elle est extrêmement inquiétante et je le répète, ça n'est pas seulement en Pologne et en Hongrie qu'on a ce problème. Bien sûr, vous avez, dans une de vos interviews, vous avez parlé, par rapport à la loi pandémie, vous avez parlé de cette dérive autoritaire de l'exécutif. Tout à fait. Justement, moi, je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus, sur cette loi pandémie, puisque votre parti, comment il se situe par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression votre parti fait partie du gouvernement. Tout à fait. Et on n'a pas beaucoup entendu les partis qui font partie du gouvernement. On a quand même eu une façon de légiférer par arrêté ministériel depuis un an par 3 personnes, on peut le dire comme ça. Et on n'a pas entendu les partis politiques. Ça n'est pas parce que vous ne nous entendez pas que nous ne bossons pas. Ça, j'ai envie de dire. C'est sûr, mais comme on ne vous entend pas... Et j'en parle à l'aise parce que je connais personnellement très bien la députée en charge parce qu'elle a fait partie de mon équipe pendant des années, Claire Hugon. Elle s'est battue comme une lionne pour améliorer un texte qui, à l'origine, était totalement imbuvable. Maintenant, je peux vous dire que si Claire Hugon ou Écolo avaient dû l'écrire, ce texte aurait été très différent. Et je pense qu'il y a 2 biais dans ce texte que nous trouvons excessif, c'est le biais exécutif et des démocraties qui ne sont pas très différentes des nôtres, à savoir l'allemande et la néerlandaise, ont un meilleur équilibre, me semble-t-il, entre le rôle du Parlement et le rôle de l'exécutif, et que ça n'est pas
désavouer l'exécutif que de dire on veut un bon équilibre entre les deux. Mais la Belgique, il faut le connaître par rapport à l'Allemagne, a un parlement beaucoup plus godillot que le Bundestag en Allemagne, qui reste un vrai contre-pouvoir par rapport au gouvernement. Donc là, ça c'est un biais que nous aurions voulu corriger beaucoup plus, mais de nouveau, vous êtes dans une coalition, vous ne pouvez pas peser, enfin, vous pesez ce que vous pesez, mais voilà, vous n'avez pas la réponse à vous tout seul. De vote quand même. Oui, bien sûr, mais donc, quand vous êtes dans une coalition, c'est toujours la même chose. Vous faites des concessions, ils font des concessions, donc ils ont amélioré le texte par rapport à ce que nous, par rapport au texte initial. Maintenant, comme je vous dis, si les écolos gouvernaient tout seuls en Belgique, ça ne serait pas un texte comme ça c'est clair. Mais il est très clair qu'on a un double biais, j'ai envie de dire. On a à la fois un biais, j'ai même pas envie de dire gauche-droite, parce que la concentration des pouvoirs dans l'exécutif, vous trouvez ça à gauche et à droite. Mais vous avez aussi un biais un peu Flandre-Belgique francophone là-dedans. Autrement dit, le fait qu'on donne les pleins pouvoirs au gouvernement, c'est communément accepté, je vais dire plus communément accepté en Flandre qu'en Belgique francophone. Ah bon. Et donc quand vous pesez ce que vous pesez, vous essayez de peser le plus lourd possible, mais avec les limites de l'exercice. Donc en effet, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de loi pandémie maintenant, honnêtement. Voilà, il n'y a pas d'urgence, prenons le temps. C'est ça, exactement, c'est ça qu'on voulait vous demander aussi, effectivement. Qu'on ait le temps, honnêtement dit, on est encore dans le feu de l'action, hein. La pandémie n'est pas finie. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas, à tête reposée, discuter de ça de manière à pouvoir peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est fait? Parce qu'il y a autre chose qui s'est joué dans les discussions, c'est que lorsque... parce que, bon, allez, la loi pandémie rend légal le mode de fonctionnement qu'on a observé pendant la pandémie. Voilà, qui, pour l'instant, est toujours illégal. D'après les cours, apparemment, oui. Bon. Donc, toute remise en cause en se disant, bah tiens, on pourrait faire les choses autrement, est vécue par certains comme une attaque personnelle. Parce que, au niveau de la loi ou au niveau de la gestion de la crise? Au niveau de la gestion de la crise. Oui, tout à fait. Oui, donc, il n'y a jamais de remise en question, en fait. Donc, en fait, le fait de dire, ben, on pourrait faire autrement, c'est interprété par on aurait pu et donc on aurait dû faire autrement et donc tu as mal agi. Enfin, on est quand même tous des adultes. Est-ce qu'on peut avoir une discussion un peu... Oui, c'est un peu gamin, ça. Hein. Moi, je trouve. Mais bon, voilà. Et un débat, surtout un débat. Mais je pense qu'au sein du gouvernement, il y a eu débat. Maintenant, pour ne rien vous cacher, le sentiment... Ben, de nouveau, je n'étais pas dans la pièce. C'est ce qu'on me raconte. Le sentiment que j'ai un peu là-dessus, c'est que les écologistes étaient un peu isolés dans cette affaire. Donc, un peu mis de côté. Pardon ? Un peu mis de côté. Oui, moi je dirais, en tout cas mis de côté, c'est-à-dire on était dans les réunions, mais clairement, quand vous êtes... bon, il y a quand même 4 familles politiques dans ce gouvernement, hein, les libéraux, les socialistes, les chrétiens-démocrates et nous. Quand vous êtes dans la minorité, parce qu'évidemment, les autres, ils ont la tradition d'incarner l'État, j'ai envie de dire. Et donc, pour eux, le fait que le gouvernement décide tout seul... oui, ça coule de source. Bah ouais, hein. Enfin, je dis, quand vous regardez un peu la manière dont la Belgique fonctionne... Ah, pour l'instant, c'est vrai que là... Je dis, est-ce que... On nous dit souvent, ouais, mais vous les députés européens, vous n'êtes pas des vrais députés. Parce que votre Parlement, il n'a pas le droit de prendre l'initiative législative, c'est-à-dire de produire ce qu'on appelle une proposition de loi. Ce que tous les parlements nationaux ont le pouvoir de faire. Et ma réponse à ça, c'est de dire, tiens, c'est quand la dernière fois... que le Parlement belge, pas le gouvernement, le Parlement belge, à son initiative, a fait adopter une loi en Belgique. C'était quand ? Ben non. De facto, aujourd'hui, en Belgique, les lois, elles sont écrites par le gouvernement et la majorité parlementaire du gouvernement, la majorité gouvernementale, adopte les lois. Et c'est là que, je trouve que la vertu, si on peut en parler comme ça, de la pandémie, c'est aussi de remettre tout ça en lumière, de remettre toutes ces évolutions en lumière, qui posent quand même des questions fondamentales sur notre système de santé, sur la manière dont l'économie fonctionne, sur la manière dont notre démocratie fonctionne. Et donc, je voudrais qu'on puisse en tirer les leçons. Alors, dans la loi pandémie, il est explicitement prévu une clause de rendez-vous, que on va réexaminer ça après la fin de la pandémie. Ceci dit, le Parlement peut toujours réexaminer s'il veut. Qui définit la fin de la pandémie ? Ah oui, ça c'est une bonne question. Enfin bon, ça je crois qu'une fois que la plupart des mesures seront levées, on pourra se dire ok maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi. Mais je crains un peu fort qu'alors on passera déjà à autre chose et que vous savez une fois que c'est fait, ouais mais allez
a déjà discuté Oui, tout ça. tout à fait, on oublie vite. Vous dites qu'il y a des améliorations qui ont été faites. Moi, je rappelle juste pour les... Je ne connais pas les détails. Hein. Ça, il faudrait que vous invitiez Claire Hugon à ma place pour qu'elle vous en parle. Tout à fait, mais c'est parce que je voulais juste rappeler aux spectateurs auditeurs que, en fait, cette loi pandémie, au départ, a été présentée par le gouvernement comme une possibilité du gouvernement de dire il y a état d'urgence, que le Parlement a 3 jours pour se prononcer par rapport à ça, et après ça, la ministre de l'Intérieur peut décider de toutes les mesures et là, qu'il connaît, sans concertation du Parlement. Ce qui, pour moi, est d'une gravité autoritaire. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'il faut prévoir, comme le font, je le disais, mieux les Pays-Bas ou l'Allemagne, le retour du Parlement dans le jeu, rapidement. Je peux comprendre que... Parfois, c'est une question d'heures ou de jours et que donc l'exécutif, c'est aussi pour ça qu'on le paye, soit en mesure de prendre des décisions, mais ces décisions doivent être validées ou invalidées par le Parlement. Et là, je pense que l'équilibre, comme je dis... Ce n'est pas prévu dans la loi, ça. Pardon ? Ce n'est pas prévu dans la loi. Ce n'est pas suffisamment. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit plus rigoureux et que le rôle du Parlement ne soit pas simplement un rôle consultatif. Mais nouveau, tout ça s'inscrit dans un contexte, je veux dire, le Parlement belge, le Parlement de beaucoup d'États membres, je prends souvent l'exemple français parce que je le connais bien, le rôle du Parlement, c'est essentiellement de faire la volonté du gouvernement. Hein. Ça, donc même quand vous écrivez pas ça dans des textes, de facto, c'est ce qui se passe. Parce qu'on est tenu par la solidarité gouvernementale, etc. etc. Et c'est aussi pour ça que je suis assez content d'être député, enfin très content d'être député européen, parce qu'on n'a pas le même fonctionnement au niveau européen. Je veux dire, il y a bien sûr une majorité un peu habituelle qui s'installe. Vous êtes plus libre à l'Europe qu'au niveau national ? Ouf, ça n'a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Ah oui, non, ça c'est... Mais est-ce que le pouvoir du Parlement européen est suffisamment, on va dire... fort ? Effectif ? Oui, s'il le veut. D'accord. Donc, dans les textes, on a énormément de pouvoir. Dans la pratique, le problème de nouveau, c'est qu'une majorité d'eurodéputés, bien souvent, en négociation, acceptent de plier les chines. C'est vraiment là que se trouve le problème. À cause des lobbies, à cause de... parlons franc. C'est une combinaison de facteurs. Il y a comme d'habitude, vous avez les coups de fil qui viennent de votre capitale. Vous êtes député français, vous recevez, si votre parti est au gouvernement, vous avez vos amis de Paris qui vous appellent en disant on finit de jouer. Si tu veux un avenir, on ne te le dit jamais comme ça, mais si tu veux un avenir de ministre ou quoi en France, fais pas chier, quoi. Donc il y a ce genre de question-là qui joue. Il y a aussi, comment est-ce que je dirais, une forme de loyauté à l'égard de l'exécutif en disant finalement c'est quand même nos amis qui sont là et donc on va pas trop les emmerder. Il y a bien sûr l'influence des lobbies, en particulier des lobbies économiques, mais j'ai envie de dire que ce qui joue là c'est cette espèce de gros bon sens qui n'en est pas, qui est que ce qui est bon pour les grandes entreprises est bon pour l'emploi et bon pour nos sociétés. Si c'était vrai, je crois qu'on l'aurait observé, mais c'est accepter ce qui est bon pour Volkswagen est bon pour l'Allemagne, ce qui est pour BNP Paribas est bon pour la France, ce qui est bon pour Solvay est bon pour la Belgique, et donc à la limite, on défend l'intérêt général en défendant ses intérêts particuliers. Et ça, malheureusement, ça joue beaucoup. Et alors vous rajoutez à ça des conflits d'intérêts, je veux dire des gens qui je sais qu'on en parle depuis un an. Espèrent un emploi ou un poste d'administrateur ou que sais-je encore, et ça se voit quand même ce genre de choses. Enfin, je veux dire, il y a des exemples. Je dis pas, il faut pas sombrer dans tous les politiques sont tous corrompus, mais on ne peut pas nier non plus qu'il y a des confusions des gens. Enfin, quand vous pensez qu'il est légal pour un député européen d'être en même temps député européen et administrateur de société. Il est même, et ça c'est complètement invraisemblable, on peut être député européen et lobbyiste. Pardon ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ça, c'est un mais scoop. La seule obligation que vous avez, c'est de le déclarer. Oui, mais qui va voir après là? Oui, c'est public. Et il y a des gens qui regardent ce qu'on déclare, ça c'est sûr. Mais voilà, il faudrait rendre ça juste incompatible. Voilà. On est bien payé par le citoyen pour faire notre boulot législateur. On n'a pas besoin d'autres sources de revenus et on n'a pas de temps pour d'autres boulots. On est payé plein temps par le citoyen pour faire le job de député, donc on fait ça et rien d'autre. Voilà. Concernant justement les lobbies pharmaceutiques, puisqu'on est là-dedans, les lobbies pharmaceutiques et les contrats
qui ont été signés entre l'Europe et les lobbies pharmaceutiques, et cette opacité qu'il y a autour des contrats. Ouais. Et quoi d'autre sur ces contrats? Il y a opacité. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Justement, on ne peut pas en dire grand-chose puisqu'on ne les a pas. Et c'est surtout que le citoyen qui se fait vacciner ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins, en plus. Alors, non. Il y a quand même beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup d'opacité qui était. Oui, ceci dit, je ne sais pas non plus. J'ai mal au dos pour le moment. Je prends des anti-inflammatoires. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est pas ma branche. Oui, si je veux savoir, je suppose que je peux, mais enfin. Mais qu'est-ce que je dirais? Le problème qu'on a, c'est d'abord l'opacité des contrats. Si je peux me permettre, je vous coupe 2 secondes. Puis il me semble qu'au début, cette opacité était voulue pour une question de négociation. Parce qu'on nous avait dit au début. Alors, c'est pas exactement ça. C'est que pour les entreprises pharmaceutiques, elles ne veulent à aucun prix que leur contrat soit rendu public. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'ils font des concessions contractuelles à un client, ils savent très bien que si ce contrat est public, tous les autres clients vont demander la même chose. Tout à fait. Et on se retrouve, et c'est ce qu'ils veulent éviter, dans ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Adam Smith, le libéralisme économique, une économie de marché qui mérite son nom, est une économie où tous les acteurs, acheteurs comme vendeurs, ont toute l'information. Mais ça, ils veulent pas. Ils veulent pas d'une économie de marché libre et compétitive. Ils veulent d'une économie de rente. Ils veulent pouvoir traire le client. Et évidemment, pour ça, pour pouvoir le faire, il faut que les clients soient segmentés les uns par rapport aux autres. Et que leurs concurrents ne sachent pas ce qu'ils font comme concurrence, comme condition. Et ce qui est terrible, c'est pas la Commission qui a imposé donc c'est la Commission européenne qui a négocié au nom des Européens, et ça c'est une bonne chose, parce que je pense que 27 négociations séparées, ça aurait été... je pense que les labos pharmaceutiques, là, ils s'en seraient donnés à cœur joie. Donc c'était une bonne chose qu'on négocie tout de suite pour 1,5 milliard d'habitants, mais... Je pense pas, j'ai des fortes présomptions que la Commission européenne ça lui est même pas venu à l'esprit des négociateurs de demander la transparence des contrats. Mais comment est-ce possible? C'est quand même une chose... Écoutez... C'est notre argent aussi. Mais évidemment, oui. Voilà, évidemment. C'est évidemment ça. Moi, c'est ce que j'ai dit à la présidente von der Leyen. J'ai dit, écoute, nous achetons au nom du citoyen. Mais donc le client final, c'est le citoyen, c'est le contribuable. Depuis quand est-ce que le client ne peut pas savoir ce qu'il a acheté, à quel prix, c'est quoi ce truc et à quelles conditions? C'est des évidences. Et il y a des suites juridiques à Alors, ça? Nous avons donc exigé, nous avons le droit d'exiger les contrats à la Commission européenne. La Commission européenne a le droit de nous les refuser. Alors, ça se passe en 2 étapes. Donc, elle refuse une première fois. On fait appel, elle refuse une deuxième fois, on est à ce stade-là, on attend la deuxième réponse négative, parce qu'elle sera négative, et avec ça on ira à la Cour de justice, et on va demander à la Cour de justice de l'Union européenne de dire le droit là-dessus. Autrement dit, peut-on opposer... Vous allez pouvoir aller jusque-là pour voir les contrats. Tout va bien. Ah oui, mais justement, et croyez-moi, la Cour de justice de l'Union européenne est indépendante. De nouveau, je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire là-dessus, et on a quand même des contacts avec des gens qui connaissent très bien la Cour de justice de l'Union européenne et qui sont prêts à nous aider à constituer le dossier de manière à ce qu'on puisse en fait obtenir une réponse à la question suivante: peut-on opposer le secret des affaires à la transparence qui est indispensable au rôle institutionnel du Parlement, qui est le contrôle de l'exécutif? Parce que si il devient légitime, dans le cas d'espèce, de dire les contrats des vaccins sont secrets, alors demain, tous les contrats d'achat public peuvent être qualifiés secrets. Pourquoi celui-là et pas un autre? Tout à fait. Oui, et donc ça veut dire que l'exécutif, en l'occurrence ici la Commission européenne, peut acheter avec de l'argent européen sans aucun contrôle démocratique. Ça ne va pas. Alors, et donc moi j'ai des raisons de croire qu'on va gagner ce truc. Il y a l'achat du Remdesivir aussi pour 1 milliard d'euros. Donc en pleine crise Covid. Comme on dit chez nous. Je résume. Donc c'est un médicament vendu par Gilead, c'est ça? Pharmaceutique Gilead pour 1 000 euros. Oui, c'est un truc hors de prix et qui a zéro effet thérapeutique. Que l'Europe achète 1 milliard. En plus. Et alors que nous avons quand même des traitements qui existent, qui ne coûtent pas grand-chose. Oui, mais donc là aussi où le travail scientifique doit se faire sur leur efficacité. Et moi, je voudrais... pas mal d'études. Je sais, mais donc je voudrais bien, je voudrais qu'il y ait des publications. Et donc là, moi, ce que je veux, c'est de l'argent européen pour faire tout ce travail d'analyse des
thérapies qui ont été tentées sur le Covid, de manière à établir scientifiquement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui, parce et ça, que je trouve que quand je vois l'argent... toxique, hein. Ah oui, non, le Remdesivir, c'est un scandale, ce truc. C'est un scandale absolu. Mais ça va sortir bientôt, bon, ce scandale. C'est déjà sorti. Oui, c'est sorti, mais on dirait que tout le monde s'en fout, en fait. Oui, on dirait que tout le monde s'en fout. C'est terrible. On a beau le dire aux gens, ils font « Oh, c'est pas grave ». Oui, le problème, c'est que... C'est vrai. Pour le dire autrement, il y a tellement de raisons de s'indigner que... Enfin, si on les prenait toutes, on s'indignerait du matin au soir, tous les jours de notre vie. Et c'est aussi très humain de dire, oui, écoute, oui, c'est une cause qui en vaut la peine, mais bon, il y en a d'autres, et il y en a d'autres, et voilà, moi je m'investis là-dessus et pas là-dessus. Mais collectivement, ça c'est le genre de choses qui ne peut plus arriver, quoi. Ça ne peut plus arriver qu'un labo pharmaceutique vende de la camelote, parce que je n'ai pas d'autre mot, une camelote horriblement chère. Et je rappelle que du coup, nous venons également d'expédier des doses à l'Inde. Oui, puisqu'on ne sait rien en faire. Non, mais vous voyez un peu le cynisme. C'est quand même magistral. Non, le cœur sur la main, on aide les Indiens avec le traitement qui ne marche pas. Enfin, je ne sais pas si on exporte du Remdesivir, ça, je ne suis pas au courant de ça. Je sais qu'on va exporter des vaccins. Enfin bon. Non, mais donc, on n'a pas demandé la transparence des vaccins. Et en fait, je faisais un débat juste avant de venir ici avec la Fédération des entreprises familiales européennes, donc les entreprises dont l'actionnariat est familial. Il y avait une représentante de la commission là. Elle me frappait, elle me faisait rigoler, enfin, oui, si on veut, tellement elle était, je cherche le mot juste, séquieuse avec ses patrons d'entreprise. À quel niveau? On est là pour vous aider, enfin, bon, bref. Mais et les gars, non, on est là pour aider les entreprises, on est là pour défendre l'intérêt général. C'est pas la même chose. Non, du tout. Et on peut avoir des discussions franches, constructives, amicales même, avec des patrons d'entreprise, sans pour autant... leur lécher les bottes. Voilà, exactement, c'est le mot. Et en fait, ce que je crois, c'est que les fonctionnaires qui ont rencontré les représentants des grands labos, ils sont tellement dans le trip, les entreprises sont nos alliés, que oui... Le secret des affaires, enfin il ne faut quand même pas oublier que la directive sur le secret des affaires, ça vient quand même aussi de la Commission européenne. Hein. Oui. À l'époque, enfin, on a eu tout ce combat sur la protection des lanceurs d'alerte. On ne pouvait pas avoir une directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Par contre, passer au même moment une directive pour protéger les secrets d'affaires. C'est quoi un secret d'affaires? Ah ben, c'est ce qu'une entreprise dit qu'est secret. Pardon? Donc si l'entreprise dit... pas le processus de fabrication d'un vaccin ARN messager. Je peux comprendre qu'il y a peut-être là de la propriété intellectuelle, qu'il faut rémunérer quand même la recherche aussi. Mais si l'entreprise dit, tiens, les impôts que je paye, c'est un secret d'affaires. Ah, on peut aller jusque-là. Les commissions que je paye pour vendre mes rafales à l'Égypte, grande démocratie, les pattes des gens que je graisse pour obtenir des contrats, c'est secret d'affaires. Oui, ça je peux comprendre, parce que si ça venait à savoir, c'est plutôt mauvais pour la réputation. Mais je veux dire, c'est cette commission européenne-là qui a défendu une directive sur le secret des affaires qui est indécente, vraiment indécente, qui n'a pas lieu d'être. En réalité, on a des textes européens qui protègent la propriété intellectuelle, ne vous inquiétez pas. Oui, ou même simplement les brevets. Mais voilà. Oui. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de... Non, absolument pas. Non. Tous ces gens ont peur de la transparence. En fait... Mais pourquoi ils ont peur de la transparence? Mais parce que si vous voulez... On a des choses à cacher. Mais si vous voulez exploiter... C'est pas ça que j'ai envie de dire, mais j'ai envie de... moi, par exemple, je n'ai pas envie de me faire vacciner parce que j'ai pas confiance. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, je pense qu'il y en a plein comme moi. Exactement. Et donc, tout se pose la question... vous avez utilisé le mot-clé, quel mot de confiance? Je pense que depuis des décennies, ce que nous avons vécu avec la mondialisation néolibérale, c'est une entreprise de destruction de confiance. On a voulu faire croire aux êtres humains qu'ils étaient des homo economicus, des individus dont le seul but dans la vie devait être de poursuivre leur intérêt personnel. Et de consommer. Et donc ne fais pas confiance à ton voisin, parce qu'en fait ton voisin veut te niquer. Et donc, surtout pas de confiance. Et oui, mais ça va très loin. Parce qu'évidemment, en fait, on accrédite l'idée que l'être humain n'est mu que par sa propre cupidité et que, en fait, que l'homme est un loup pour l'homme. Mais en prêchant cette parole dans les facultés de sciences économiques, parce que c'est ça qu'on fait, dans l'enseignement des sciences économiques, en fait, on induit des comportements. Et donc, forcément, si je ne peux pas faire confiance à mon voisin, je ne peux pas faire confiance à l'entreprise. Donc il faut qu'on fasse la police des entreprises, qu'on aille voir que dans le glyphosate, il n'y a pas des perturbateurs endocriniens ou des trucs pareils.
Et tout ça, ils ne veulent pas. Donc, en réalité, si vous voulez exploiter une situation, exploiter la planète, exploiter des êtres humains, il est absolument indispensable de jouir d'autant d'opacité que possible. Parce que malgré tout, il reste quelque part, ce que je pense est un fondement de la nature humaine, le fait que faire du tort à autrui, c'est quand même C'est pas bien. C'est mal vu. Et donc, on doit pouvoir le faire sans que ça se voie. Ça se voit. C'est pour ça qu'il faut de l'opacité. C'est pour ça qu'il faut de l'opacité. Dans certains cas, moi, je ne suis pas non plus partisan de la société, justement, la surveillance généralisée. Je veux avoir le droit à ma vie privée, je veux avoir le droit à la confidentialité de certaines choses, bien sûr, y compris d'ailleurs dans mon travail politique. Je veux dire, quand je négocie des textes législatifs, je ne veux pas que pendant que je négocie, il y ait une caméra dans la salle ou un mouchard dans mon téléphone quand je passe un accord avec la présidente de la commission. Parce que des accords politiques, c'est toujours des accords très fragiles. On essaye des choses, on essaie de trouver un point d'équilibre, et ça vous faites pas devant. C'est pas une émission de télé-réalité, quoi. Donc il y a des moments où la confidentialité se justifie entièrement, mais par contre, le résultat doit être connu dans ses moindres détails. Qu'il n'y ait pas eu une caméra dans la salle où on négocie les contrats, je le conçois parfaitement. Je voudrais pas de ça, parce que vous pouvez pas négocier proprement sous les caméras. Par contre, une fois que le résultat est accompli, il doit être public. Tout à fait. Tout à fait. Et alors on peut dire, tiens, vous avez concédé ceci, ah oui, mais j'ai obtenu cela. Et chacun peut se faire une idée, c'est un bon deal, ou au contraire, ah non, c'est vraiment pas un bon deal, quoi. Mais c'est à la fin, le client final, à savoir le citoyen, qui doit être capable de se faire son idée. Et ce que vous dites en termes de confiance a été nourri par cette opacité. C'est-à-dire le fait que beaucoup de décisions politiques, beaucoup beaucoup de décisions économiques se prennent dans l'opacité, tout ça a affecté profondément la confiance des gens. Je me suis fait vacciner, vous ne voulez pas le faire. On m'a posé la question, faudrait-il rendre le vaccin obligatoire? Ma réponse est non, absolument pas. Parce qu'on est dans un contexte où la confiance a été tellement profondément ébranlée, et ce n'est pas un truc qui date du Covid, hein. C'est en fait ça le produit, ça. C'est un révélateur. Crise démocratique. Mais enfin, quand on voit tous les scandales sanitaires qu'on a connus, que ce soit les implants toxiques, que ce soit la chlordécone, le médiator, enfin, le sang contaminé, enfin, on les compte plus. Donc on a plus confiance que les entreprises veulent le bien des gens. Ben non, elles veulent le bien de leurs actionnaires. Et parfois, le politique fait preuve de manque de surveillance ou de complicité. Et donc, on est dans un climat, en fait, où on doit reconstruire la confiance. Et moi, ma thèse, c'est que pour reconstruire la confiance, que l'obligation vaccinale irait dans le sens inverse. Ça détruirait encore plus de la confiance. Et donc, je pense qu'il faut laisser les gens entièrement libres de décider de se faire vacciner ou pas. Moi, j'ai décidé de le faire, c'est ma décision, mais je ne veux pas vous obliger à le faire. Je ne veux pas. Parce que la confiance, ce n'est pas un truc qui s'impose, c'est un truc qui se mérite. Bien sûr. Qui se mérite, qui se construit. Mais d'autant plus que, je te mets une seconde, je pense que c'est donc le 21 janvier, le Conseil de l'Europe apparemment a rendu un avis en disant qu'effectivement la condition vaccinale ne pouvait pas être discriminatoire pour qui que ce soit dans l'Union européenne. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas en contradiction directe avec le passeport vaccinal? Non, puisqu'on vous dit qu'un test ou le fait d'avoir guéri de la maladie, c'est aussi bon. Donc il y a un test. Je crois qu'il y avait ça dedans aussi, je ne sais plus. Le test. Non, tu as soit le test PCR, mais bon, le test PCR, il est quand même très intrusif et pas très. Enfin, je veux dire, d'après certains scientifiques. Mais tout dépend. Le problème aussi, c'est qu'il n'est pas normé, il n'est pas homologué. Enfin, l'exploitation. Mais bon. Le processus PCR n'est pas le même d'un labo à l'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, le passeport pour vous ne devrait pas être maintenant d'actualité. Mais c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose en juillet, mais ce qu'on a aussi mis dans le texte, c'est que ça dure 1 an et puis c'est fini. Et donc on a mis une date butoir. Donc si on voulait le prolonger, il faudrait une nouvelle loi. Parce que c'est un truc qui s'achèvera. Parce que clairement, c'est un truc qui ne peut pas durer. Pour nous, et je vous dis, ma seule motivation dans cette affaire-là, c'est de comprendre la détresse des pays du sud de l'Europe. Mais est-ce qu'on ne peut pas rouvrir sans ce passeport? C'est ce qu'on a fait l'année passée. Oui, tout le monde est parti en vacances sans passeport. Avec aussi les résultats, parce qu'on ne veut pas se retrouver de nouveau à devoir reconfiner. Ça, honnêtement dit, on ne veut pas repasser par là. Et donc, honnêtement dit, allez, le mot que j'utiliserais, c'est du bricolage. Mais on est dans une situation où, honnêtement dit, on apprend aussi. Et donc, il faut éviter de créer des trucs pérennes
qui sont toxiques pour la démocratie. Je pense qu'on a abordé le truc. Là où moi je ne suis pas encore convaincu par le résultat de la négo, c'est sur la non-discrimination. Parce que si demain on dit aux gens il n'y a pas de problème, vous voulez aller en Espagne avec vos 2 enfants, ben écoutez, il y en a pour 800 € de test. Si ça c'est pas discriminatoire, alors dites-moi ce que c'est, quoi. Hein. Donc voilà. Il n'a pas de caractère obligatoire, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ce passeport vaccinal. Le problème, c'est que si on se retrouve devant la douane, si moi et que je dis oui, mais en fait, c'est pas obligatoire, je passe pas quand même la douane. Je pense. Ça dépend, ça va dépendre des pays. Il paraît que c'est déjà tellement le bon maintenant parce que, enfin, c'est des gens, vous savez que les députés européens, ils doivent voyager puisqu'ils doivent venir à Bruxelles. Enfin, pas beaucoup, mais ils continuent à venir. Et c'était l'exemple d'une collègue espagnole qui avait dû revenir. Mais ce jour-là, elle était revenue en voiture d'Espagne. Elle avait traversé la frontière, ou alors elle avait pris un vol qui arrivait, je ne sais plus, mais enfin, elle passait par la France. Et les trucs qu'on lui demandait à la frontière, à l'aéroport, c'est ça. Elle arrivait par avion à Paris, à Roissy, et puis de là, elle prenait le Thalys pour Bruxelles. Et bien, les trucs qu'on lui demandait dans le même pays, à Roissy, c'était pas les mêmes qu'on lui demandait pour prendre le train. Enfin, c'est vraiment un truc allez. Oui, c'est un désordre assez important et c'est là qu'on a voulu dire, ok, ayons un seul document standard partout en Europe et mettons des conditions assez strictes quant à sa construction et à son usage. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais fondamentalement, ce qu'on veut retrouver le plus vite, c'est la liberté de circulation qui est quand même un des piliers de l'Union européenne, hein, c'est le fait de pouvoir librement circuler dans 27 États membres. Tout est en baisse, enfin je veux dire, taux de contamination. Oui, mais enfin, il a déjà été en baisse, donc j'ai envie de dire, chat chaudé craint l'eau froide. Hein. J'ai pas envie qu'on se retrouve dans un 3e confinement. Honnêtement dit ça, moi j'ai vraiment... Je pense que nos sociétés n'en peuvent plus, quoi. Le confinement n'est pas premièrement la solution tout court, j'ai envie de dire. On a des propositions d'isoler les personnes fragiles et tout ça. Il y a peut-être d'autres solutions. D'isoler les malades. Moi, j'aurais juste une dernière question parce qu'on va bientôt terminer. Vas-y. Votre fille travaille dans le secteur de la culture. La culture considérée comme non essentielle. Et donc, je voulais juste avoir votre avis et que vous disiez un petit mot là-dessus sur le fait d'être non essentiel qui, moi, me rend complètement hystérique depuis des mois, puisque je travaille aussi dans la culture, et d'autres secteurs qui sont non essentiels. Donc, est-ce que ça va être la pérennité de cette chose-là, d'être non essentiel, une partie des citoyens non essentiels? J'espère que non, mais chez moi, ça évoque quelque chose, parce que j'étais dans l'entreprise où je travaillais en 94, il y a eu une très grosse crise, et tous les employés de l'entreprise ont reçu une lettre un lundi matin, dans laquelle on leur disait, pour un tiers d'entre eux, vous êtes essentiels au fonctionnement de la société et donc on tient à vous. Et les 2 autres tiers recevaient, vous êtes le bienvenu, mais vous n'êtes pas essentiel et donc si vous voulez partir, allez demander votre offre pour quitter volontairement la société. Vous imaginez, enfin. Et donc, moi, c'est ça que ça a réveillé chez moi. C'est le fait de dire à des humains, tu sais, toi, tu serais pas là, c'est aussi bien. Mais c'est même pas une insulte pour moi, c'est quelle négation de l'humanité des gens, quoi. Mais c'est surtout que la culture, c'est quand même l'humanité. Par excellence. Beaucoup plus qu'une voiture, quoi. Ou que les labos pharmaceutiques, excusez-moi. Ça, mais enfin bon, on peut vivre en bonne santé sans trop faire appel à eux. Ouais. Mais même si je suis content de ces anti-inflammatoires pour le moment. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, mais c'est. Je veux dire, pourquoi les labos pharmaceutiques, un homme politique, seraient plus essentiels que moi? Ah oui, mais vous prêchez un convaincu. Voilà. C'est des choix qu'on a faits et ces choix révèlent des priorités. Donc, je comprends tout à fait qu'on s'est dit. En fait, le virus, pour circuler, il a besoin de contacts entre les humains. Donc, il faut réduire les contacts entre les humains. Bon. Quelle partie de la société on va fermer pour réduire ses contacts? Et on s'est dit, le business, ça, il faut que ça continue. La culture, Oui, mais ça dure, on est toujours fermé. Je sais. Là. N'en parlez pas. Pourquoi? Pour quelle raison? À la rigueur, les boîtes de nuit, on peut encore comprendre. Il y a beaucoup de contacts dans le théâtre. Non, c'est sûr. Non, mais vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu. Non, parce que j'en parle avec ma fille beaucoup, et d'autant plus qu'elle est chorégraphe et elle travaille avec un théâtre bruxellois qui a dû fermer ses portes, évidemment. Elle était dans plein de projets qui, du jour au lendemain, ont été arrêtés. Quoi. Donc, ce que vous avez connu, elle l'a connu aussi, et c'est affreux parce que la vie se vide comme ça. Du jour au lendemain, elle était enthousiaste et tout, et boum. Oui, c'est le lien qu'on a perdu, en fait. C'est ça. Et la culture, c'est super important parce que c'est par là
que nous sommes humains, quoi. Donc ça, c'est quand même essentiel, me semble-t-il. Donc Voilà. non, vivement que ça rouvre et le plus vite sera le mieux. Et je crois aussi, moi je fais confiance en fait aux citoyens parce que quand je vois, enfin je ne sais plus qui disait ouais les Belges ils sont indisciplinés, etc. Moi je trouve plutôt que les Belges, ils ont plutôt été très dociles. obéissants, très dociles. Ouais, Et alors, C'est le oui moins ok, qu'on puisse il dire. y a une fois ou deux au Bois de la Cambre ici à côté, un cri de liberté, oui ok ça va, mais globalement ça s'est quand même bien Oui, ça s'est passé, quand même non? très bien passé. Allez, ça suffit Enfin, quoi, bien il faut passé, pas... non, enfin, mais Non, c'est question mais de enfin, point de vue, hein, ce voilà. que je veux dire, c'est que malgré tout, eh bien, moi, je pense qu'il y a un sens civique dans ce pays, globalement. Oui, tout à fait. Globalement. Alors, on peut toujours se plaindre de ceci ou de cela, mais je trouve que les citoyens belges, c'est encore des gens qui, au fond du même s'ils râlent, peut-être moins que les Français, mais même s'ils râlent, ils disent, ouais, allez, quand même, c'est l'intérêt général, il faut qu'on fasse un peu attention, quoi. Donc, allez, un peu de confiance. C'est nouveau, faire confiance, quoi. Parce que ça, c'est l'autre biais de la loi pandémie, puisque je n'étais pas allé dessus, c'est quand même l'approche d'abord répressive. Ouais. Et ça, de nouveau, ça ne stimule pas la confiance, les gars. Enfin, on réussira face à des défis pareils, comme une pandémie, qu'avec de la confiance. On a besoin de reconstruire de la confiance. Et pour l'instant, je pense qu'on pourrait mieux faire pour arriver à cet objectif-là, quoi. Ça sera le mot de la Parfait. fin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Merci Lambert. beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Ah, c'est passionnant, hein, mais... Ah oui, on pourra encore... Vous êtes inarrêtable. Ouais. Non, mais c'est aussi une période... Ben oui. Enfin, c'est révélateur, ce truc, hein. Mais c'est aussi qu'on a besoin de débattre. Ah oui. Parce que... Et on a besoin d'être Mais en les Gilets connexion. jaunes, c'était ça, hein, en France. C'était ça. En fait, que tous ces gens voulaient en fait se dire, mais on n'est pas juste des objets, on est des sujets. Enfin, je dis, on veut aussi avoir notre mot à dire. Après tout, on n'est pas imbécile. On veut Oui. être entendu. Et On pas veut... juste des consommateurs. Non. Ouais, c'est ça. T'es bosseur, consommateur, c'est tout ce qu'on te demande d'être. Mais Et oui, pour le pour le reste, moment, oui. ne donne surtout pas ton avis, quoi. Hein? Oui, Non, c'est non. sûr. Oui, va voter une fois tous les 5 ans. Mais non, c'est pas ça la démocratie. Non. C'est C'est pas sûr. ça. Ça va, ça s'est bien passé au niveau de l'image, tout ça? Ça a été très bien. Ok, Parfait, super. Pourquoi Mais c'est bien que vous souleviez tous ces sujets-là, parce que le sujet démocratie, j'ai l'impression qu'on prend tellement pour acquis les libertés fondamentales et que